Bon, je suis désolé de ne pas être avec vous physiquement pour cette édition de la Pleine Image. Je me faisais une joie enfin de pouvoir être là en présentiel. Mais en fait, j'ai au dernier moment un voyage qui est arrivé auquel je dois participer en Asie. Et donc, je ne veux pas être là, mais je tenais vraiment à passer ce moment avec Laurent et pouvoir partager un moment d'échange et de réflexion avec vous tous et avec vous toutes. Mais je compte bien être là l'année prochaine, euh, Inch'Allah, comme on dit. Bonjour Jean-Michel, Bonjour Laurent. merci de nous recevoir pour cet événement qui s'appelle PIX, de nous recevoir chez toi pour un entretien autour de cette question de l'innovation et de la création, pour répondre à l'invitation qu'on t'avait lancée voici déjà un certain temps. Absolument. Et désolé de ne pas être en présentiel, comme on dit, pour cette fois-ci, parce qu'en fait, au dernier moment, je suis obligé de partir à l'étranger, et donc ça n'a pas pu se faire cette année, mais je voulais vraiment qu'on puisse quand même ne pas rater complètement le rendez-vous qu'on avait organisé tous les deux. Et on ne manquera pas de te réinviter Absolument. pour une autre Absolument. occasion. On va parler innovation et création, qui sont les deux mamelles de ton travail, avec une relation quand même très particulière. C'est que tu as souvent fait des déclarations sur le rapport très fort que tu avais forcément aux outils, à la technique. On se demande toujours quel est le lien entre les deux, comment tu gères le lien entre les deux, entre tout l'arsenal technologique sur lequel tu te précipites généralement très très rapidement, d'une manière très pionnière, et la création, la source de la création, c'est-à-dire la composition, le rapport entre le métavers dont on va parler et le fait de composer sur un piano. Enfin, comment, sur ces 50 années de carrière, comment tu organises ça et comment tu organises ta pensée par rapport à ça? En fait, je pense que le secret, c'est justement de ne pas l'organiser. C'est-à-dire que je pense qu'on a eu trop tendance en France, comme je le dis parfois, de séparer technologie, tech et culture. Et en fait, tout ça est évidemment intimement lié. C'est parce qu'un jour, quelqu'un a inventé le piano qu'on a eu Chopin ou qu'on a eu Keith Jarrett ou Elton John. Donc, et pas l'inverse. Et c'est parce qu'on a inventé aussi la caméra qu'on a Fritz Lang ou Tarantino ou Godard. Donc, et pas l'inverse. Donc, on voit bien que les outils, finalement, c'est les outils qui créent les styles. Et plus que jamais aujourd'hui, dans l'univers techno dans lequel on se trouve, tous les outils qui sont à notre portée comportent des solutions et en même temps des pièges. C'est-à-dire que la technologie nous fait croire aujourd'hui que finalement, on peut solutionner tous nos problèmes d'inspiration, de création, avec des outils qui auraient les réponses. Et ça peut empirer avec l'intelligence artificielle, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis en même temps, c'est en même temps un formidable outil une sorte je dirais, de dialogue avec la technologie pour aussi, finalement, continuer à approfondir son style quand on en a un, et de l'explorer d'une manière à chaque fois renouvelée, et donc du coup de garder une forme de fraîcheur. Donc la technologie, elle n'est pas neutre, elle est neutre dans ce qu'elle est, mais la manière dont on s'en sert peut être dystopique, peut être utopique, mais je parle même pas de ça. Elle est en fait une manière aussi de se rafraîchir continuellement, comme on fait un refresh sur un clavier. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as gardé sans cesse l'excitation par rapport à tous les nouveaux outils qui arrivaient, voilà, sans jamais s'arrêter. Toujours, tu as toujours foncé vers tout ce qui s'offrait à toi, voire tu as participé au fait de l'invention de certains outils. Selon toi, d'où ça te vient, ce besoin d'intégrer des nouvelles technos et encore une fois, de franchir ça, je pense que c'est un problème personnel, c'est un problème de caractère. Enfin, moi, j'ai toujours... mon moteur, c'est en fait la curiosité. C'est aussi que je ne suis pas nécessairement très intéressé dans ce que j'ai fait avant, et que ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais maintenant. Donc, ça paraît un cliché de le dire, mais en fait, je me suis rendu compte à travers mon chemin qu'en fait, il y avait beaucoup de créateurs de ma génération, même quand j'avais 25-30 ans, qui s'asseyaient déjà sur certaines formes de certitude, qui n'étaient pas nécessairement liées au succès, mais certitude de technologie, d'outils qui étaient utilisés. Et en fait, il faut bien le dire que
je trouve que le milieu, paradoxalement, le milieu du cinéma ou le milieu de la musique a des côtés réactionnaires. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans une voie créative, dans la musique ou dans le cinéma en particulier, moins dans les arts graphiques, et qui en fait attrapent des outils et finalement s'en emparent comme des sortes de bouées de sauvetage par rapport à leur propre chemin. Et moi, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que je garde cette approche un peu de débutant pour chaque projet en disant c'est finalement ce que je fais qui me dit où je vais. Tu as vécu 3 révolutions, l'électroacoustique et l'électronique. On reviendra peut-être un petit peu sur le GRM et le fait que tu as vraiment voulu rejoindre Pierre Schaeffer. Le numérique, l'ordinateur, et puis aujourd'hui l'immersif. Dans ces 3 révolutions, est-ce que selon toi ce sont des instants de cassure, de véritable disruption, ou est-ce qu'il y a un enchevêtrement entre tout ça, et comment la troisième se nourrit de la première, enfin comment on tire le trait entre tout ça? Alors c'est vraiment une question hyper intéressante parce qu'en fait c'est les deux. C'est-à-dire qu'à la fois moi, j'ai eu la chance, effectivement, de vivre dans mon trajet jusqu'à maintenant 3 moments de disruption, comme tu le disais. C'est-à-dire, le moment de disruption, c'est le moment donc, de rupture d'un monde à un autre. C'est-à-dire que le début de l'électroacoustique, où en fait, pour la première fois, et je le rappellerai, j'arrêterai pas de le rappeler, tout ça a démarré quand même en France, avec des gens comme Pierre-Henry, Pierre Schaeffer, etc., qui ont finalement émis l'idée qu'on pouvait faire de la musique en intégrant des bruits aux sons orchestraux, les bruits de la nature, les bruits de la ville ou les bruits du corps humain, et en fait d'intégrer l'idée du sound effects, de l'effet sonore dans la musique. Et c'était une démarche totalement visionnaire puisqu'ils ont contribué à définir la musique telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Donc ça c'était un premier moment. Le deuxième, comme tu le disais, c'est l'émergence de l'ordinateur et de l'informatique qui d'un seul coup a fait qu'on a changé de langue en fait. Dans la création, et puis le troisième qui est celui des mondes immersifs. Et en fait, ce sont effectivement des disruptions et des opportunités pour les jeunes artistes à chaque fois qui vivent ce moment de disruption, des opportunités pour pouvoir justement s'engager dans quelque chose de vierge. C'est quoi l'intérêt de la disruption? C'est finalement de pouvoir ouvrir la porte sur des territoires vierges sans référence. Parce que quand on commence la musique électroacoustique, il n'y a pas de référence. Les références, elles sont soit dans le rock, soit dans le jazz, soit dans la musique classique. Mais c'est autre chose. Quand on rentre dans l'univers de l'informatique, on sort d'un monde analogique, donc on n'a pas de référence. Pour les mondes immersifs, c'est la même chose. Et donc, du coup, cette espèce de fraîcheur, à la fois, je dirais, un mélange d'inconscience et d'innocence, d'aller un peu comme les premiers pionniers du Far West, aller conquérir des terres qui, par définition, ne sont pas encore cultivées. Et donc, c'est ça. Mais en même temps, c'est intéressant pour le créateur de faire le lien avec ce qu'il y avait avant. Et donc, du coup, l'informatique, comme on le sait, n'a pas tué l'analogique. Comme les mondes immersifs ne tueront pas nécessairement la mono. Pourquoi pas ? D'ailleurs, on parle en mono et on ne parle pas en stéréo. Donc, on voit bien que, finalement, ces moments de disruption, je dirais, sont des sortes de marches d'escalier pour arriver vers quelque chose qui nous correspond plus, qui est plus en phase avec la société dans laquelle on vit. Et on sait très bien que ce moment de disruption qu'on vit aujourd'hui est extrêmement important et prépare le moment de disruption suivant qui arrivera dans quelques décennies. Alors tu as souvent cité l'importance de collaboration que tu as pu avoir. Alors on pourrait revenir encore une fois à Pierre Schaeffer pour dire qu'il t'a énormément influencé. Mais si on prend quelqu'un comme Michel Guess, qui t'aide à créer les instruments dont tu rêves. Encore une fois, est-ce qu'il y a une part d'ingénieur frustré en toi où tu t'appuies sur des gens qui vont pouvoir t'accompagner pour réussir à réaliser ce que tu as en tête? Alors, pas du tout. En fait, j'ai beaucoup de reconnaissance à des gens comme Michel Guess qui, effectivement, ont, à un moment donné, au début d'Oxygène, Equinox, etc., a été un grand complice, et l'est toujours d'ailleurs, même si on travaille un petit peu moins ensemble. C'est pas du tout par frustration, c'est parce que je pense que dans la création,
enfin, pour moi, je ne suis pas tellement intéressé à fabriquer mes propres outils, même si j'en avais la possibilité, parce qu'il y a un problème de temps. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver des outils qui permettent de réduire le temps entre l'idée et la réalisation de l'idée. Enfin, c'est presque un cliché de le dire quand on parle d'interface. Et donc, du coup, de trouver les complices qui vont me permettre justement de trouver les moyens pour arriver à réduire ce temps entre l'idée et la réalisation de l'idée. Donc, ça peut être, comme ça a été le cas pour Michel Guess, de séquenceurs analogiques, d'instruments analogiques. Ensuite, avec des gens qui peuvent travailler sur les softwares, et puis aujourd'hui, justement, des gens comme Bliss, par exemple, avec mes amis de Vianney et Alexis de Bliss, qui permettent justement où on réfléchit sur des interfaces qui soient à la limite de l'intelligence artificielle, et qui permettent justement d'arriver à repenser la manière de composer. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de la technologie, c'est pas nécessairement de la fabriquer. Alors, on va parler de maintenant, et puis peut-être qu'on fera des références au passé, mais tu viens de prononcer effectivement un mot magique, enfin 2 mots magiques, intelligence artificielle. Lorsque tu sors Equinox Infinity, tu parles de l'intelligence artificielle et tu relèves un côté un peu déceptif. Ça t'a pas suffisamment accompagné. Là, on est en 2023, les choses ont beaucoup évolué sur les 5 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est un outil qui est dans ta pratique quotidienne? Et qu'est-ce que tu entrevois surtout pour les années à venir, pour les créateurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les musiciens, pour les compositeurs? Vers où ça va nous mener, d'après toi? Alors, je pense que, je rectifie, à l'époque d'Equinox Infinity, qui était en 2018, en fait, j'ai sorti cet album avec 2 pochettes différentes, sur une pochette plus dystopique et une pochette plus utopique ou plus positive, pour montrer justement, en fait, et donc j'ai pas changé d'avis depuis, que la technologie est neutre, et tout dépend de ce qu'on en fait. On a créé la fission de l'atome, ça a créé la bombe atomique, mais ça a créé aussi, ça a fait faire des bonds en avant dans la science, dans la médecine, etc. Donc, en fait, tout dépend comment on l'utilise. Et aujourd'hui, il y a effectivement l'intelligence artificielle est déjà partout, beaucoup plus beaucoup plus qu'on peut le penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même un décalage. Aujourd'hui, si je voulais être un peu provocateur, je dirais que on est obsédé aujourd'hui par la réforme des retraites, et on a raison, d'une certaine manière, mais en fait, l'intelligence artificielle fera que, quelle que soit la réforme des retraites qu'on va appliquer, elle ne sera plus valable, parce qu'elle va tellement changer la manière dont on va notre relation au travail, notre relation au temps de travail, notre relation à la manière dont on va répartir les tâches dans la société, que ce bouleversement est tel. C'est un moment. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment de disruption dans la disruption. C'est-à-dire qu'après le Covid, il y a une disruption qui est effectivement pour la création et dans tous les domaines, l'émergence du Web 3 avec les outils notamment de métavers, dans lequel je suis, comme tu sais, très impliqué. Et par-dessus, il y a cette arrivée pour le grand public de l'intelligence artificielle qui fait que notre rapport pour les créateurs, notre rapport au résultat va considérablement évolué. Et je veux bien en parler une seconde, parce que c'est quelque chose dans lequel je suis très impliqué, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que l'intelligence artificielle n'est pas seulement cette espèce d'univers dystopique qu'on nous présente en disant finalement, à terme, les machines vont nous remplacer. C'est-à-dire ce côté extrêmement sombre à la Terminator qu'on a du futur. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, et c'est ce que je fais en ce moment dans les projets sur lesquels je travaille, c'est finalement, qu'est-ce qui fait au fond l'intérêt d'une idée en tant que créateur. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu travailles et d'un coup, tu as une idée. Cette idée, qu'est-ce qu'elle produit chez toi ? Elle est donc inattendue. Elle vient te surprendre. C'est pour ça qu'elle t'intéresse. Et moi, ce que j'attends de l'intelligence artificielle, c'est en fait, c'est l'inattendu. C'est le fait que je puisse contrôler ce que j'ai envie de faire, mais que l'intelligence artificielle vienne avec un point de vue et un éclairage différents.
Et c'est ça, c'est comme ça d'ailleurs que aujourd'hui je travaille avec l'intelligence artificielle d'une manière très efficace et je pense que c'est extrêmement intéressant cet élément d'approcher l'intelligence artificielle pour le créateur d'une manière poétique aussi. C'est-à-dire le fait que finalement l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle puise dans le data, pas seulement, mais disons pour faire simple, dans le big data, et donc va forcément, c'est comme quand on regarde le ciel, on regarde le passé. Donc paradoxalement, quand on travaille avec l'intelligence artificielle est un reflet du passé. Et nous, ce qu'on peut apporter, c'est justement l'inattendu, c'est-à-dire d'apporter une couche supplémentaire d'inattendu sur l'élément de surprise que l'intelligence artificielle nous donne. Et c'est extrêmement excitant parce que du coup, ça enrichit notre propre imagination. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit aujourd'hui. Il faut qu'on prenne ces outils le plus rapidement possible. Et le sujet, et c'est bien que tu puisses et que vous puissiez justement aborder tous ces sujets, parce que je pense que la France et l'Europe, dont, comme tu le sais, je défends beaucoup les intérêts sur le plan de notre vision du monde, qu'on n'ait pas, finalement, une intelligence artificielle qui soit trop américanisée sur le plan des informations qu'ils vont nous donner. Parce qu'en fait, les algorithmes aujourd'hui vont puiser un big data américain, en gros. Et la mémoire du monde, ce n'est pas seulement une mémoire américaine, c'est une mémoire universelle. Et c'est en ce sens qu'on a un rôle à jouer extrêmement important ici, et cela je m'adresse vraiment aux développeurs et aux investisseurs aussi par rapport au fait d'aider les développeurs français et européens sur le fait qu'il faut absolument qu'on puisse avoir la maîtrise de ces outils ou participer à une maîtrise de ces outils. Mais face à l'intelligence artificielle, pour les créateurs, sur les questions qu'on peut peut-être commencer à voir apparaître sur la question du droit d'auteur, sur la question de la propriété intellectuelle autour d'une création assistée, comment aujourd'hui, toi, tu entrevois les choses? Alors certains nous dressent des tableaux assez sombres, alors à la fois sur entre guillemets, la déresponsabilisation et le fait que... Mais globalement, est-ce que dans cette opportunité, il y a quand même des aspects sur lesquels il faut, alors on va employer les grands mots, mais légiférer, sur lesquels il faut à un moment donné poser des garde-fous, notamment parce que tu es aussi très impliqué dans des institutions comme la SACEM, etc., pour défendre les créateurs, le droit d'auteur, etc. Alors, je dirais qu'il y a 3 éléments de réponse. Le premier, c'est le fait qu'effectivement, il faut, ce que je dis souvent, ce qui différencie la démocratie du chaos, c'est les réglementations. Les règles, c'est pas une atteinte à la liberté, c'est l'inverse. C'est l'accès à la liberté. Bon, à partir de là, il y a trois formes de réponse par rapport au rapport de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur par rapport à l'intelligence artificielle. On a des outils technologiques. Si, par exemple, tu fais une musique où tu as pris finalement un peu de Dépêche Mode, un peu de Pink Floyd ou un peu de Gainsbourg, c'est facile à identifier. C'est un peu plus complexe, mais il faut que la SACEM ou toutes les sociétés de droit d'auteur, ils se penchent sur la question, puissent avoir des éléments de réponse technologiques. À niveau de technologie, il faut qu'on utilise des outils technologiques égaux. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément, c'est le fait que qu'est-ce qu'une idée musicale, finalement? Comment naît une idée, que ce soit une idée musicale ou une idée de plan? C'est finalement des influences inconscientes qu'on puise où? Qu'on puise dans une sorte de métadata analogique qui est notre mémoire, et qui sont nos souvenirs, et qui sont nos contacts. C'est-à-dire qu'on n'a que 12 notes pour la musique, enfin dans la musique occidentale, et en fait, on a fait des millions de chansons avec ces 12 notes. Et en fait, il y a des réminiscences. Ces réminiscences, on peut se dire, tiens, ça me fait penser à un truc. Et puis on le met. Et d'ailleurs, la peur souvent de beaucoup de musiciens, c'est quand ils ont fait quelque chose qui leur plaît, c'est de se dire, merde, j'espère que ça ne ressemble pas à quelque chose que j'ai peut-être entendu sans le savoir. Donc ça existe. C'est-à-dire que les emprunts existent depuis des siècles. Donc que finalement, l'intelligence artificielle aille dans le métadata emprunté, c'est pas si grave à partir du moment où l'œuvre en question est manifestement quelque chose de différent de ce qui existe. Et ça, encore une fois, il y a des outils qui peuvent et des algorithmes qui peuvent être fabriqués, et des logiciels, qui peuvent être fabriqués, qui peuvent les identifier. Et puis, le troisième élément de réponse, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a
je dirais, le fait que cet outil d'intelligence artificielle, ces algorithmes, aussi permettent de penser les choses d'une manière différente. Et donc, ce qu'on va faire va être forcément quelque chose de différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc, ces trois éléments réunis fait que, je dirais, la propriété intellectuelle, oui, il faut légiférer, oui, il faut être vigilant, mais il ne faut pas non plus, dès le départ, avoir une approche tellement frileuse et tellement négative que finalement, ça va freiner l'exploration. Ça, étant dit que de toute façon, il y aura toujours, comme depuis la découverte de l'imprimerie, des gens qui vont utiliser les outils de manière malhonnête. Bon, bah ça existe et que ça existera toujours. Mais je pense qu'il ne faut pas... C'est pas le sujet là, principal à mon avis aujourd'hui. Sur cette question du rapport entre la machine et l'auteur, le créateur, tu as eu justement en 2019 cette vision de Eon, donc cette application de musique générative. Si on devait... Le copyright aujourd'hui, c'est 100% Jean-Michel Jarre, ou est-ce qu'on doit mettre 50% Jean-Michel Jarre, 50% la machine? Comment? Parce que là, on produit de la musique presque par accident. Certes, en se basant sur ce que tu as pensé, mais il y a une partie accidentelle. Alors, pour moi, il n'y a pas de sujet. À partir du moment, et c'est ce qui m'intéresse, moi, dans l'intelligence artificielle, et ce qui m'intéresse d'ailleurs, moi, mais ça, c'est une approche personnelle, du rapport, du contrôle que l'artiste doit avoir sur son œuvre. Toutes les histoires d'œuvres collectives, je ne parle pas des groupes de rock, etc., mais je veux dire que le fait, par exemple, de laisser le spectateur devenir un spectateur, c'est-à-dire le fait qu'il puisse, par exemple, dans le métavers en particulier, modifier une œuvre. C'est-à-dire un vrai problème pour les auteurs de cinéma qui se méfient beaucoup de ça, à juste titre, à mon avis. Moi, si je passe un an à faire quelque chose, je vais pas laisser le fait que des gens qui arrivent fraîchement là-dessus commencent à remixer, sauf si c'est dans le cadre de remix, mais je ne parle pas de ça, mais de remixer ou de retransformer ce que j'ai fait. C'est-à-dire, donc, dans le cas, par exemple, d'Eon et de mon approche générale, globale avec les outils, les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de faire quoi? C'est de dire, moi, je construis, en fait, une matrice avec mes éléments musicaux. Et en fait, quand je les mixe, qu'est-ce que je fais? Je décide de les mettre dans un certain ordre, et puis de les transformer avec des délais, avec des plugins, etc. Et puis je peux aussi me dire, ben non, finalement, ça, je vais mettre ça plutôt de ce côté, comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait d'ailleurs. C'est d'ailleurs le fait que quand on fait une version live de quelque chose, c'est pas exactement la même chose. On s'est remixé soi-même. Donc moi, dans le cas d'Eon, c'est en fait d'avoir travaillé avec Bliss sur le fait de dire voilà, on va fabriquer un projet, un logiciel qui va permettre en fait de développer l'idée d'un album infini, mais sur la totalité de mon contenu musical. Et donc en fait, l'algorithme est là, réarrange et en fait transforme cette matrice musicale avec des tas d'éléments de séquences qui vont de 10 secondes à 2 minutes et de les réarranger en fonction de ce que j'ai décidé, de ce que nous avons décidé avec Bliss en disant, bon ben voilà, ça, il faut pas que l'algorithme fasse ça, il n'a pas le droit, ça, il a le droit de le faire, etc. Donc en fait, il y a une responsabilité totale de A à Z et une propriété, si on veut dire intellectuelle, mais je ne parle même pas de propriété, je parle simplement de contrôle de l'artiste à l'origine sur ce qu'il souhaite faire. C'est pas comme si finalement on laissait, ce que je disais tout à l'heure dans l'intelligence artificielle, où en fait on a une idée, puis on lui redonne 3-4 mots comme dans ChatGPT 4, et puis ça revient vers nous. Là aussi, c'est quand même aussi, l'origine, c'est nous. C'est pour ça que je pense que les droits par rapport à l'intelligence artificielle vont être moins complexes qu'on le pense, parce qu'il y aura des choses qui seront très claires, des choses qui seront très claires
parce qu'on reconnaîtra l'origine, des choses qui sont très claires parce que manifestement, ça viendra d'un data tellement large que ça sera comme dans la vie courante, pour moi, comme l'imagination, au fond. Et puis d'autres cas qui seront un peu plus gris et sur lesquels il faudra légiférer. Si on prend le cas d'Eon, j'ai l'impression que c'était un projet, c'était une envie, cette idée de musique infinie. C'était un fantasme. Voilà, que tu avais depuis longtemps. Et là, encore une fois, tu attendais que les technologies soient mûres pour y aller. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer justement une start-up comme Bliss, à qui j'ai expliqué ce que je voulais faire et qui m'ont permis de le faire, et en inventant, en créant justement un logiciel qui puisse le faire. Parce que l'idée d'Eon, et c'est pour moi ce qui m'intéresse au fond dans la technologie, c'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot poétique. C'est en fait, moi je trouve qu'il y a une grande poésie ou une manière poétique d'utiliser la technologie. Et Eon, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de l'album infini, c'est-à-dire d'une part de l'album infini et de l'album aussi d'une musique qui s'adresse à chacun. C'est-à-dire que la beauté d'Eon, c'est que à chaque fois, ce que tu vas écouter toi, quand tu vas faire play, ce que je vais écouter moi, ce que je vais faire play, ne sera pas du tout la même chose. Comme les moments de la vie. C'est-à-dire le moment qu'on partage ensemble ne se reproduira par définition pas exactement de la même manière. On peut se rencontrer à nouveau, mais ce ne sera pas dans le même cadre, on ne vivra pas le même moment. Et c'est ça que j'avais envie, et ce qui était un fantasme depuis longtemps, de transposer musicalement. C'est-à-dire de créer une musique qui fait que, d'abord, je m'adresse à chacun, puisque par définition, le Eon que quelqu'un va écouter sera à lui ou à elle, et en même temps, il ne se reproduira jamais. Et donc je trouvais que là, il y avait quelque chose que la technologie m'apportait qui était extraordinaire, et que je veux évidemment continuer d'explorer avec mes amis de Bliss. On est en train de réfléchir sur Eon 2, qui va être beaucoup plus développé que ce qui a été fait jusque-là, parce que ce qui m'a, moi, beaucoup frustré par rapport à Eon, c'est qu'en fait, je n'ai pas réussi à ce que la partie visuelle soit aussi pertinente dans le côté justement infini et inattendu et génératif que la partie audio, et ce qui était lié dès le départ à une erreur stratégique de la manière dont les images étaient générées, qui faisait qu'on était un peu bloqué sur cette espèce de souplesse que je veux vraiment corriger dans Eon 2. Bonjour Bliss, merci de nous accueillir dans vos locaux pour rattraper un enregistrement un petit peu empreint de problèmes. Et donc on réédite cette interview qui fait suite à l'échange avec Jean-Michel Jarre, que Jean-Michel nous a généreusement donné chez lui. Mais avant de revenir sur les propos de Jean-Michel et la collaboration, est-ce que vous pouvez nous présenter Bliss ? Alors, Bliss a été créé en septembre 2018, à l'époque à Pleine Image, avec une première appli qui s'appelait la Bliss Groovebox. Et depuis, on a sorti 22 plugins pour Mac, Windows et iOS, donc qui sont des plugins d'effets, des synthétiseurs. Et on a également travaillé sur Eon, qui est l'album infini de Jean-Michel Jarre. Alors, on appelle ça l'album infini, c'est un album en tout cas de musique générative qui joue à l'infini et qui était vraiment une collaboration très, très importante et qui est amenée à continuer à évoluer. Alors, tel que vient de le raconter Jean-Michel, on a l'impression que, grosso modo, un jour, vous avez le téléphone qui sonne, il y a un 06 inconnu. Allô, c'est Jean-Michel, j'ai un problème, est-ce que vous avez la solution ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ? À peu de choses près, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. L'histoire, elle remonte au tout début de Bliss. En fait, avant de monter la boîte, on est allé voir Oliver Grechke, qui est un développeur iOS qui est basé à Berlin. Et Oliver était allé à Superboost, qui est un peu l'événement synthétiseur de Berlin, justement. Nous, on n'y était pas. Et il y a un proche, effectivement, Klaus, en l'occurrence, qui s'occupe notamment du web, qui est allé voir Oliver en lui disant tu fais des applis, on a un projet pour un artiste, est-ce que tu pourrais nous accompagner ? Et Oliver, en fait, nous a redirigé, nous a renvoyé en fait Klaus parce que il avait tout simplement pas le temps et il avait déjà un autre projet en cours et il s'est dit je vais demander à mes copains à Bliss, les Frenchies. Et de fil en aiguille, on a découvert effectivement que c'était pour travailler avec Jean-Michel Jarre. Et là,
c'est Alexis qui est resté bouche bée, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est un peu son héros depuis toujours, en tout cas depuis ton enfance, puisque voilà, je crois que tu avais quand même pas mal poncé ses concerts et tout ça, non? Oui. Ce truc que tu racontais notamment où tu avais cette VHS qui tourne comme ça, que tu regardais en boucle, et c'est vrai que tu connais bien en tout cas l'œuvre de Jean-Michel Jarre. Oui, bah en fait, moi, c'était mon héros d'enfance, on peut dire ça. Enfin, en tout cas, c'est à cause de lui que je développe des synthés, en tout cas aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais la VHS du concert à la Défense qui tournait en boucle chez moi, et c'est un peu comme les dessins animés, tu vois, à un moment où on ne voit plus rien, et bah, c'est pareil, en fait, c'est passé beaucoup trop de fois dans le magnétoscope, aux grandes dames de mes parents, en fait, qui n'en pouvaient plus. Voilà, en fait, donc Oliver Grechke, auquel on avait filé quelques coups de main, et puis il nous a refilé la patate chaude, et en fait... Jean-Michel Jarre nous a dit moi ça m'arrange aussi parce que bosser avec des Français c'est mieux, on se comprend plus facilement, et puis Lille, Paris c'est pas si loin, donc en fait voilà, c'était puis on s'est mis très très vite au travail, et voilà, c'était un projet qui a duré 4-5 mois en fait, 2 mois de préparation, de discussion et 3 mois de développement, donc c'était quand même quelque chose d'assez rapide et intense, mais ô combien intéressant. Tel que lui le caractérise, c'est presque quasiment j'ai un problème, j'ai une idée, est-ce que vous avez la solution? Mais la solution, c'est pas quelque chose que vous aviez en étagère, c'est vraiment du co-développement à partir d'une idée, d'une vision de Jean-Michel Jarre qui vous partage. Ouais, lui, il avait vraiment cette idée de faire un album infini qui ne se répète jamais. Et il avait une idée, enfin, il avait déjà une bribe de solutions technologiques, mais qui était très très simple. Et nous, on a dit, attends, en fait, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Et en fait, ça a fonctionné en ping-pong comme ça, où on a commencé vraiment comme on doit faire du développement aujourd'hui, c'est-à-dire avec un cœur très simple qui va direct au résultat, et puis au fur et à mesure, on peaufine, on rajoute des features et tout ça. Et donc voilà, donc ça s'est vraiment fait comme ça. Et en pleine collaboration avec vraiment une confiance mutuelle, donc c'était vraiment une super expérience. Est-ce que le fait que vous soyez tous les deux musiciens, ça a facilité le dialogue, ça a permis de mieux comprendre la vision et puis voilà, faciliter ce que tu appelles le ping-pong? Je pense que si on aurait été tous les deux plombiers, ça n'aurait pas forcément Mais aidé si beaucoup. vous n'aviez été que développeur. Ouais, je pense que de toute façon, dans notre métier, avec Vianney, on fait des instruments de musique, donc on a intérêt déjà à connaître un petit peu, à savoir ce qu'on fait. C'est vachement important. Et donc ouais, c'était pour moi, c'était trop compliqué. Ça aurait été trop compliqué pour lui de passer par, je sais pas, une boîte qui était juste spécialisée dans le développement. Point final, quoi. Et donc ouais, le fait qu'on soit spécialisé dans l'audio, dans la musique, et qu'on soit tous les deux musiciens avec voilà, une grosse sensibilité pour la musique électronique, Enfin voilà, on est deux personnes extrêmement curieuses, on écoute énormément de choses, donc du coup, ouais, forcément, ça aide à se comprendre. Tout au long de cette interview, Jean-Michel Jarre nous partage voilà, ce qui a été son leitmotiv, c'est-à-dire d'avoir une vie professionnelle partagée entre la création musicale et un regard sans cesse porté vers la technologie, les innovations, ce qu'on a appelé dans la première partie de l'interview les 3 révolutions. Vous, en tant que musicien, est-ce que vous vous sentez dans le même équilibre? C'est-à-dire les outils, et de fait, vous en fabriquez vous-même des outils, les outils doivent influencer la création. Ça fait aucun doute. La musique électronique n'aurait pas existé sans synthétiseur, hein, pour reprendre les mots de Jean-Michel. Le fait que le violon ait ensuite permis de créer toute une nouvelle musique, c'est vraiment l'instrument qui précède la création. Et aujourd'hui, on vit une époque absolument incroyable. Là, on est très content. Il y a Logic qui est sorti sur iPad, hein, à l'heure où je te parle. Ableton qui sort une nouvelle interface. Il y a des possibilités qui vont de plus en plus s'ouvrir du côté de la VR ou de la R. Et à chaque fois, une expérience différente, une perception différente, des sensations différentes qui, du coup, font qu'on fait une musique à chaque fois différente en fonction de l'outil qu'on utilise. Donc, on est forcément très influencé par la manière de faire la musique sur un tracker, sur les premiers synthétiseurs, et aujourd'hui, maintenant, avec des solutions autrement plus ergonomiques et qui ont, comment dire, toujours plus de potentiel. Voilà, c'était nul, on va la refaire celle-là, vous pourrez. Non.
En fait, ça reste aussi des outils, c'est-à-dire que à la fin, c'est quand même le musicien qui décide. Et en fait, donc, je pense que la technologie, c'est une source d'inspiration, mais c'est pas, c'est pas la technologie qui va l'idée tout seul de là où la musique doit aller. En fait, ça reste quand même toujours des créateurs derrière, et ça reste quand même des outils. Donc en fait, je pense que tout ce il arrive des choses nouvelles tout le temps. Genre on parlait de la nouvelle version de Logic sur iPad. Là, il y a Push 3 qui arrive avec Ableton qui va redéfinir aussi de ce que c'est de faire de la musique électronique, parce qu'il y aura de moins en moins d'ordinateurs sur scène, enfin. Et voilà. Et donc du coup, mais ça reste quand même les musiciens qui font la musique à la fin. C'est pas les machines toutes seules. Vous avez eu une autre collaboration avec un musicien, alors moins populaire que Jean-Michel Jarre, mais tout aussi respecté dans le cercle des musiciens, on va dire ça comme ça, Jordan Rudess, américain, qui évolue dans un tout autre genre que celui de Jean-Michel. Est-ce que ça a été la même logique, c'est-à-dire il avait une question, vous aviez potentiellement la réponse, c'était pas sur étagère, ça a été une collaboration? En fait, c'était rigolo parce que Jordan, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique sur iPad. Enfin, il a fait lui-même, enfin, c'est pas lui qui l'a développé, mais il a aidé à créer GeoShred, qui est une espèce de truc entre la guitare et le synthé, où en fait on peut jouer de la musique sur l'écran de l'iPad et en fait on devient virtuose tout de suite. Et en fait, il s'est toujours intéressé justement aux développeurs d'applications iOS. Et un jour, il a testé un effet qu'on avait fait. Et il nous a dit, c'est super les mecs, si un jour, faisons un truc ensemble. Alors, il n'est pas arrivé avec tout de suite un projet, mais on a commencé à parler ensemble. Et puis en fait, on est tombé d'accord sur le fait que une des premières applications qu'il avait sorties sur iOS, qui s'appelait SampleWiz, nécessitait une nouvelle version. Et donc du coup, on a repris cette vieille application qui faisait partie vraiment du legacy d'iOS. C'est vraiment un vieux truc. Et on l'a remis à notre sauce, on l'a fait évoluer, on lui a rajouté des fonctionnalités. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pareil, en fait, c'était différent vu que on a essayé de trouver une manière de travailler ensemble, et ça a donné cette application. Toi, Alexis, dans la collaboration avec des musiciens comme ça, est-ce que ça influence ta pratique musicale? Parce que tu me permettras, Vianney, mais effectivement, Alexis tourne beaucoup, il y a une carrière musicale qui est en cours. Est-ce que ça influence d'une manière ou d'une autre? Sur scène, tu es quand même avec de l'analogique, il y a des boucles, il y a... T'es finalement dans une même logique. Je reviens aux 3 révolutions. Finalement, tu as un peu l'héritage de tout ce qui s'est passé avant. C'est super compliqué en fait, parce que quand tu fais de la musique, tu es influencé partout en fait, même par, je sais pas, les infos, un bouquin que tu lis ou un jeu vidéo auquel tu joues, quoi. Donc je pense que oui, mais après, je peux pas te dire de cette manière-là, ça m'a influencé pour faire ça. Je pense que le fait de travailler avec des musiciens reconnus, ça t'aide à comprendre certaines choses et aussi à voir comment ils travaillent, en fait, à toi aussi te mettre dans une perspective différente. Voilà, je pense que c'est ça qui m'aide en tant que musicien, enfin qui m'inspire en tant que musicien. Après, de devenir des choses palpables, je sais pas trop. Alors, c'est pas un secret puisque Jean-Michel vient de l'évoquer. Il y a un EON 2 qui est en train d'avancer, qui est en train d'être réfléchi. La question a changé. La question que pose Jean-Michel, elle est totalement différente. On est toujours dans ce spectre de la musique générative, mais l'envie d'aller plus loin. C'est un chantier où vous prenez tout à zéro. En fait, moi, il y a une appellation. Moi, j'aimerais bien appeler plutôt ça de la musique non linéaire. Parce qu'en fait, pour faire le parallèle aux jeux vidéo et au cinéma, qui sont 2 médias extrêmement différents, mais des fois, on appelle le jeu vidéo les médias non linéaires, parce qu'en fait, il n'y a pas une continuité, il n'y a pas un début et une fin. Enfin, si, il peut y avoir un début et une fin, mais en tout cas, l'évolution entre le début et la fin peut être multiple. Et du coup, moi, j'aimerais appeler ça de la musique non linéaire, parce qu'en fait, c'est une manière d'écrire un album comme un jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'il peut avoir des entrées, des inputs de joueurs. Enfin, ça peut être quelque chose... Il y a des jeux vidéo aussi où il n'y a pas les entrées des joueurs, donc en fait, ça peut être quelque chose qui vit tout seul, en fait, et qui se comporte comme un programme. Et du coup... qu'est-ce qui a été décidé? Pour l'instant, pas grand-chose. On a juste beaucoup d'envie. On a envie de travailler sur le multicanal. On a envie d'aller explorer un petit peu ce qui se fait au niveau de l'AI, en fait, en tout cas pour la partie préparation des assets pour le logiciel. Et voilà, je pense qu'il y a aussi toutes ces 2 dimensions visuelles qu'on a envie de pousser un peu plus loin. Travailler avec des artistes 3D
qui serait capable de pousser le truc encore plus au niveau immersif. Pourquoi pas aller piocher au niveau de la VR et tout ça. Enfin voilà, il y a encore plein de choses à faire. On a plein d'idées. Et après, ben voilà, faudra prioriser, voir ce qui est utile, voir ce qui est pas utile, voir ce qui est cool, voir ce qui est pas cool. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est juste voilà, c'est juste une envie commune qu'on a entre Bliss et Jean-Michel Jarre de faire une nouvelle version parce que finalement, on est aussi un peu frustré de la première version parce que on a dû faire ça dans un temps très court et en fait, on avait encore plein d'idées et plein d'envies, donc on veut aller explorer au-delà de ce qui avait déjà été fait. Alors pour faire de la musique infinie sur un temps très court, combien de fois il a fallu écouter les boucles d'Eon pour vérifier que ça tournait pas en boucle justement et que c'était bien infini? C'est rigolo parce que c'était vraiment marrant de travailler sur cette application où du matin au soir, en fait, tu es là, tu codes des choses, tu appuies sur Build et tu écoutes le résultat. Donc, en fait, c'est assez rigolo. C'est comme si tu composais de la musique, mais finalement, tu sais pas c'est quoi le résultat à chaque fois. Donc ça, c'était assez grisant, on va dire. C'était vraiment, vraiment drôle. Et Vianney était plus en mode bêta-testeur, donc il récupérait les nouvelles builds et puis il écoutait 6 heures chez lui le soir dans son canapé. Ouais, c'est vrai que c'était impressionnant d'être le premier bêta-testeur de Eon, de pouvoir vérifier effectivement que c'est une expérience assez unique. Et c'est vrai que l'expérience d'Eon, si on y passe assez de temps, on commence à toucher du doigt un peu cette impression d'infini. Parce qu'effectivement, l'infini, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la perception humaine. On a l'habitude d'avoir des choses finies, des morceaux de 3 minutes 30 à la radio. Et c'est vrai qu'au bout de quelques heures, on finit par être hypnotisé un peu par Eon. C'est vraiment une expérience sonique et puis visuelle qui est vraiment incroyable. Et il faut continuer à aller encore plus loin. C'est une œuvre qui est amenée à évoluer en permanence, en fait, à tout le temps se déployer un peu à l'infini. En tout cas, on vous souhaite que Eon 2 arrive très vite. Merci, messieurs. Merci. Tu as forcément évoqué le métavers. Avant d'en parler du point de vue de la création, voyons un côté, tu as évoqué l'importance de défendre un écosystème français, européen sur ces nouvelles typologies de création et de diffusion de la création. Tu as pris des responsabilités officielles auprès du CNC à travers la commission de financement du métavers. Dans quelle idée, là, est-ce que c'est le nom, la marque Jarre qui, pour toi, peut être ce qui va aider à la fois les pouvoirs publics à prendre l'ampleur de ce qui nous attend là, à mesurer tous les enjeux qu'il y a autour de cette création? Et est-ce que c'est aussi pour être à l'avant-garde de ce qui va se créer dans cet univers-là, pour être aux premières loges, pour assister à tout ce qui va y avoir d'original qui va émerger, là, pour le coup, à travers le CNC, dans un prisme plutôt franco-français? Alors, dans ta présentation, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la marque Jarre, s'il y en a une, c'est pas à moi de décider si elle peut être utile ou pas. C'est aux gens qui me demandent de participer à telle ou telle chose. Quand le CNC m'a demandé de participer à l'aventure et de créer ce nouveau département lié aux créations immersives, de manière générale, dans le métavers, j'ai eu déjà un premier mouvement de recul dans la mesure où, pour moi, le CNC, au départ, était quelque chose qui était vraiment lié totalement au cinéma et un peu à l'entre-soi cinématographique. Et je dois dire que Dominique Boutonnat, qui est le nouveau président du CNC depuis 2019, 18 ou 19, a totalement changé de cap. Donc, du coup, j'ai dit au CNC, moi j'ai quand même vachement de boulot, j'ai tous les trucs que je fais moi en tant qu'artiste, tous les projets, mais ils m'ont dit, écoute, si c'est 4 fois par an, on a besoin justement qu'on puisse apporter un souffle différent à cette commission, etc. Et donc j'ai accepté, et ce qui effectivement me permet aussi de comprendre aussi, de mieux comprendre, pour mieux être utile aussi, les problématiques des gens qui présentent leurs projets, qui sont souvent, et les gens avec qui on partage cette conversation aujourd'hui le comprennent parfaitement, les gens les plus pertinents sont souvent les gens qui sont les moins doués pour faire des dossiers. Parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire des dossiers. Et souvent, beaucoup de dossiers bien ficelés sont les gens qui sont des spécialistes de dossiers qui hantent les couloirs des ministères et des institutions en question et qui, en fait, souvent, pas toujours, mais accouchent d'une souris par rapport au projet qui est en la matière accepté. Donc, il y a effectivement quelque chose qu'il faut qu'on améliore là-dedans. Et le CNC, qui est vraiment une institution formidable, je veux dire, moi maintenant je la découvre aussi de l'intérieur, qui est extrêmement pro dans tous ces domaines-là, c'est justement le fait de pouvoir arriver
à faire en sorte, par exemple, que pour le métavers, les projets immersifs, c'est pas la même chose que le cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, vous avez une aide à l'écriture. Au CNC, vous pouvez avoir une subvention que si vous passez par l'aide à l'écriture. L'aide à l'écriture, ça veut dire que vous ne pouvez pas commencer la production avant d'avoir eu cette aide. Donc vous perdez déjà 6 mois. Quand vous faites une création, et tous les gens qui nous écoutent, qui sont dans ce domaine le comprennent, quand on a une idée de projet en réalité virtuelle ou immersive ou en réalité augmentée ou mixte ou autre, c'est en fait à la conception que l'idée vient. Donc, je milite, et ce qui va être le cas à partir du mois de septembre, pour que l'aide à l'écriture pour le métavers soit remplacée par l'aide à la conception. Parce que ça change tout. Et c'est toutes ces petites avancées qui font qu'on peut être, je pense, pertinent, concurrentiel par rapport aux Américains et aux Chinois qui prennent beaucoup d'avance. Donc ça, c'est vrai pour le software et c'est vrai pour le hardware aussi, bien entendu. Et là, c'est évidemment des sujets plus liés à l'industrie. Du point de vue du créateur que tu es, là, les enjeux du métavers dans les années à venir, c'est quoi les principaux enjeux? C'est produire des expériences qui soient tout de suite mémorables et qui font que les gens adhèrent, c'est progresser technologiquement, c'est résoudre cette question du financement, où sont les enjeux? Tout ça? Ils sont dans tout ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire de lister en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fait que des outils. Les outils sont américains, ou chinois, mais américains. Le problème des outils, ça serait pas très grave si les outils américains n'induisent pas aussi une volonté de prise de pouvoir du soft power, c'est-à-dire du contenu. Et du coup, de faire en sorte qu'il faut passer par les fourches codines américaines pour des créateurs français ou européens, ou du reste du monde, si on veut exister. Je donne un exemple. Tous les concerts que j'ai faits dans le métavers aujourd'hui, il a fallu passer par une plateforme de diffusion américaine qui a fixé des tarifs qui demain peuvent exercer un droit de censure pour des raisons de format, pour des raisons idéologiques, et qui fait qu'on devient un peu plus colonisé numériquement qu'on ne l'était même à l'époque des GAFA. Donc il y a une urgence pour prendre en compte, d'abord comprendre ce qui se passe, ces enjeux, et en même temps de pouvoir réagir. Non pas en se disant on est contre qui que ce soit, mais ne pas avoir cette espèce à la fois de naïveté et de paresse intellectuelle qui considère à dire bon ça existe, prenons-le. Non. Ce que je dis parfois, l'idée que quand on a décidé il y a 40 ans de faire Airbus, tout le monde nous riait au nez en disant mais vous voulez concurrencer Boeing, mais ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, les compagnies aériennes utilisent Airbus et on est les premiers avionneurs du monde. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a eu une question d'investissement, mais il y a eu aussi le fait de s'investir intellectuellement et d'avoir une stratégie. C'est exactement ce qu'il faut pour le métavers, qui est un mode d'expression en soi. C'est pour ça que je milite aussi pour que le métavers, la réalité virtuelle, soit présente dans des festivals comme le Festival de Cannes, par exemple, parce qu'aujourd'hui, si les Frères Lumière étaient vivants, ils seraient dans le métavers, ils ne feraient pas un musée du cinéma. Donc c'est tout ça qu'il faut bien remettre en place. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir arriver à avoir aussi comme tu le disais, on a une vision du monde. Et donc notre contenu dans la VR aujourd'hui aura forcément, comme ça a été le cas pour le cinéma, pour la peinture, pour la musique, une qualité particulière. Donc il faut qu'on puisse arriver à l'exprimer. Et ça, il faut donc qu'on ait une maîtrise minimum des outils de production, et en même temps aussi des maîtrises des outils de diffusion. Et ça, c'est une réflexion globale qui doit passer, parce qu'on est un pays qui est structuré de cette manière-là, par l'État. Et on a la chance quand même, moi qui voyage beaucoup, dans un État qui est tellement critiqué par ailleurs, ou pour X ou Y raison, d'avoir quand même une volonté qui pousse vers l'innovation, notamment dans notre secteur et dans le secteur de la culture. C'est unique au monde, ça n'existe pas ailleurs. Il ne faut pas oublier que pendant le Covid, le gouvernement anglais a dit aux musiciens, si vous ne pouvez pas vivre de votre métier, changez-en.
On est quand même, ce cynisme-là, on ne l'a pas encore quand même ici. Dans ton expérience du 31 décembre 2020, pour laquelle tu collabores avec Vroom et toute l'équipe de Louis Cacciutolo, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, on est à peine 2 ans plus tard, est-ce qu'il y avait eu des points de frustration qui pourraient déjà être réglés par les avancées technologiques? Est-ce qu'il y avait des écueils, des choses qui font qu'aujourd'hui tu ne ferais plus les choses de la même manière? Alors, frustration, non, parce que je pense que une des clés de la réussite, et c'est un conseil que je peux donner à des gens qui ont un projet, c'est rester réaliste de la technique et des limitations techniques que vous avez jusqu'au dernier moment. N'essayez pas d'aller au-delà parce que vous vous cassez la gueule. Et en fait, constamment, avant même Welcome to the Other Side, on a fait avec Vroom une première expérience qui s'appelait Alone Together, que j'aime beaucoup parce qu'aujourd'hui, et qui était donc le premier, vraiment, alors au monde, pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique en 2020, et qui était vraiment la première performance live vraiment au monde dans le métavers. Et quand je regarde ça, j'ai l'impression de regarder déjà des films muets en noir et blanc. C'est-à-dire que ça a tellement évolué que je regarde ça avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection. Mais il a fallu, au dernier moment, pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse passer sur YouTube, etc., j'ai pris la décision la veille d'enlever la moitié du décor. Parce que sinon, on buguait, parce qu'on était trop riche. Et finalement, de décourter aussi, de passer... on voulait avoir la musique en binaural, et on l'a fait passer en stéréo, et notamment avec un flux beaucoup plus modeste. Et ça, je pense que c'est une clairvoyance que j'ai probablement par l'expérience des concerts que j'ai pu faire dans des conditions difficiles. C'est aussi, finalement... Paradoxalement, alors que l'artiste en général pousse de manière je dirais, de manière irréfléchie au fait qu'il veut atteindre le but qu'il veut, et malgré la technique, et qu'il met la pression sur la technique, moi je fais l'inverse, je mets la pression sur la technique pour leur dire « calmez-vous ». Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même d'arriver à réussir à faire passer ce qu'on veut faire passer. Et donc pour Welcome to the Other Side, ça a été la même chose, mais en beaucoup plus ambitieux, mais avec le fait qu'on est arrivé quand même à faire quelque chose dont je suis extrêmement fier, et je le dis de manière collective, avec, dans des conditions extrêmement réduites au niveau des moyens, dans des conditions difficiles en plein Covid, avec une équipe de choc, vraiment, l'équipe de Vroom et tous les développeurs et tous les créateurs les créatifs qui étaient là autour, pour arriver à quelque chose qui s'est passé quand même sans bug, avec le fait qu'on devait en plus être synchro à minuit, et que si on avait 2 minutes de décalage, il y avait la maison de production, je le raconte pour l'anecdote, mais ça montre la pression qu'on peut avoir avec les institutions qui sont souvent ubuesques. C'est-à-dire qu'il y avait un contrat que si il y avait un décalage de plus de 2 minutes de minuit par rapport au minuit dans le métavers, ils enlevaient 50% du budget. Ce qui était totalement... Mais je raconte ça parce que ça montre aussi à la fois la déconnexion qu'il y a par rapport aux institutions qui peuvent aider par ailleurs un projet artistique, mais qui ont leurs propres problèmes et qu'on peut respecter, mais en même temps la pression que le live aussi procure. Et en même temps l'excitation, c'est-à-dire qu'il y a en même temps l'adrénaline qui est que le fait que moi, ce qui m'a scotché complètement dans tout quand j'ai commencé à faire des concerts dans le métavers direct, c'est qu'au bout de 2 minutes, tu es en face d'avatars, mais en fait, il ne faut pas oublier que ces avatars sont des jumeaux numériques de vrai public. Donc c'est un vrai public. Et au bout de 5 minutes, j'étais en sueur, j'avais le trac, enfin exactement comme sur une scène normale. Et c'est ce que je dis souvent, il faut vraiment considérer les performances en live dont Vroom est devenu un spécialiste mondial, il faut bien le dire, puisqu'ils ont ouvert aujourd'hui la première plateforme de spectacle vivant européenne, et qu'il faut évidemment entretenir, et qu'il faut aider, et qu'il faut encourager, et qui en fait pousse. Je me souviens que les ordinateurs avaient doublé de volume, quoi. À la fin, tout le monde a poussé tous les outils au maximum. Et c'est cette espèce de côté, moi, que j'aime énormément en France. C'est cette espèce de côté... Il y a des fulgurances en France parce qu'on a des limites. Parce qu'on est toujours dans la bidouille, dans le bout de ficelle. Et ça, il faut arrêter de s'en plaindre parce que je pense que c'est un outil.
Je pense que c'est une manière aussi, c'est une manière d'être, c'est une manière de faire qui fait que ce qu'on va faire va être foncièrement différent de ce que vont faire les Asiatiques ou les Américains, parce qu'on a une approche des choses qui est différente. Il y a le côté violon-trompette de Boris Vian, quoi. Il y a ce côté surréaliste qui fait notre ADN. C'est ce qui fait que tu rappelles que Pierre Schaeffer, derrière son côté monsieur très sérieux, était un révolutionnaire et finalement brisait tous les codes, voulait tout casser. C'est vrai. Alors, il y a beaucoup de révolutionnaires qui ont peu d'humour. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais en fait, ils marquent leur époque quand même. Alors, j'exagère parce que Pierre Schaeffer avait une certaine forme d'humour. Bon, il ne l'exprimait pas beaucoup, mais enfin bon, il en avait. Mais c'est tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, je vous propose d'accueillir Louis Cacciutolo, donc partenaire de Jean-Michel Jarre à travers son entreprise Vroom. D'ailleurs, j'ai une question, Louis. Après toutes ces années, je me la pose régulièrement. On dit Vroom ou on dit VR Room? Ah. Oui, c'est moi. On dit Vroom, effectivement. Ouais, on dit Vroom. Tout à fait. Alors Vroom, pour le côté un peu dynamique que j'essaie d'insuffler à cette entreprise, qui évidemment se lit VR Room si on lit les lettres, mais c'est Vroom pour toute l'énergie qu'on peut apporter dans le métavers, justement. Ouais. Je précise une chose, je pense que c'était il y a 6-7 ans, on avait fait ici à la Pleine Image une première journée professionnelle sur la réalité virtuelle et tu étais parmi nous. Donc Vroom, c'est un projet effectivement qui a déjà une certaine antériorité sur le sujet. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise et rapidement qui tu es? Pourquoi tu en es arrivé effectivement à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers et quand on t'avait invité il y a 6-7 ans, on ne parlait encore que de réalité virtuelle ou de réalité immersive? Tout à fait. Alors oui, en fait, pour résumer très brièvement, moi je viens du monde du spectacle vivant, puisque j'étais propriétaire d'un théâtre dans le sud de la France, entre autres activités, pendant 20 ans. Et ce théâtre donc accueillait des spectacles qui étaient aussi variés que de la danse, des concerts, de tout type, et était vraiment dédié c'était en plein centre-ville à Béziers, donc une ville qui est assez complexe même au niveau de la population. Et mon rêve, c'était vraiment de pouvoir faire se mélanger toutes les communautés de la ville autour d'un projet commun. Donc on accueillait vraiment de tout, de la danse, du théâtre, des concerts, tout type d'expression artistique. Et ça marchait très très bien avec une politique de prix extrêmement basse, et c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné. Je suis musicien de formation, mon idée, c'est de faire partager au plus grand nombre l'émotion du spectacle vivant. Et en fait, c'était très compliqué. Un petit théâtre dans le sud de la France, dans une ville compliquée, où on n'était pas forcément aidé ou aimé par les institutions locales. C'était donc complexe d'en faire quelque chose de viable économiquement parlant. Et je travaillais en parallèle à Los Angeles et à San Francisco, puisque je travaillais pour George Lucas chez THX. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la réalité virtuelle grand public arriver, et les premiers réseaux sociaux en réalité virtuelle, donc ce qu'on appelle la XR sociale, en 2016. Et ça a été pour moi une révélation, parce que je me suis dit, ben voilà, Eureka, toutes les contraintes physiques, matérielles, logistiques qu'on a dans le monde réel, et que les artistes indépendants, les producteurs, les labels, les salles de spectacle, etc. subissent, puisque c'est très difficile de rentabiliser des productions créatives, toutes ces contraintes-là vont disparaître grâce au métavers. Et on va quand même réussir à faire partager l'émotion du spectacle vivant sans aucune barrière d'accessibilité, pour que tout le monde puisse se retrouver ensemble dans des univers virtuels. Mais on sait, comme vient de le dire Jean-Michel Jarre, que derrière chaque avatar, il y a un être humain, que tout le monde puisse partager un moment ensemble et partager une émotion ensemble sans plus aucune barrière. Alors, j'aurais dû commencer par là. Je précise que tout à l'heure, tu interviens dans Pix. Il y a une rencontre autour de Vroom et de ce que tu fais spécifiquement avec l'industrie musicale. Comment toi, tu arrives avec une nouvelle proposition de valeur pour l'industrie musicale dans toute sa globalité, hein, pas que le live.
aussi les plateformes de streaming, etc. La rencontre avec Jean-Michel Jarre, est-ce que c'est comme Bliss il y a une question et toi tu avais la réponse, tu faisais partie des rares personnes en France qui avaient la réponse, ça s'est passé comme ça? Alors, c'était un peu, là aussi, c'était rocambolesque. Je pense qu'avec nos amis de Bliss, on a vécu un petit peu le même parcours plein d'adrénaline. Nous, c'était vraiment pendant le Covid, donc au tout début du Covid en 2020. Je m'évertuais à dire au ministère de la Culture, parce qu'à l'époque, j'avais rencontré Franck Riester juste avant le Covid et à qui j'avais présenté Vroom. Et le Covid arrive, on est en confinement et j'ai lancé sur une plateforme américaine un festival qui était dédié en VR social à la narration, au cinéma, etc. Et je voyais qu'en France, toute l'industrie culturelle était complètement à l'arrêt. Et je téléphonais régulièrement au ministère pour voir si on pouvait pas proposer quelque chose aux artistes français. Proposer aux salles qui fermaient, aux artistes qui ne pouvaient plus travailler, etc., une nouvelle plateforme pour s'exprimer. Donc évidemment, c'était pour servir mes propres intérêts, entre guillemets, parce que je voulais mettre en avant notre plateforme, mais aussi pour pouvoir permettre à toute l'industrie de connaître une alternative, en fait. Et en fait, ça restait lettre morte jusqu'au 31 mai, le 31 mai, où le ministère m'appelle et me dit voilà, on ne sait pas ce que ça va être, on sait qu'il va y avoir le déconfinement le 9 juin, mais on ne sait pas dans quelles conditions ça va se passer, s'il y aura des jauges, si on va pouvoir quand même accueillir des spectacles avec du public, etc. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, on peut faire la fête de la musique en réalité virtuelle, au cas où ça ne se passe pas, ça puisse pas se passer dans le vrai monde. Ils me disent d'accord. Alors, vous avez un artiste? Alors je dis oui, bien sûr, je vais vous proposer un plan. Mais en fait, j'avais pas d'artiste. Et surtout, il fallait que cet artiste soit suffisamment fédérateur pour qu'il plaise et pour qu'il soit, qu'il plaise au grand public, tant qu'à faire. Et j'ai contacté des amis. Déjà, j'ai réduit le champ des possibles à de la musique électronique parce que c'est un petit peu ce à quoi on pense le plus facilement pour le métavers, parce que les artistes des musiques électroniques sont quand même plus adeptes de ce genre de nouvelles technologies, a priori. Et on a fini par tomber sur Jean-Michel Jarre comme choix fédérateur, on dira. Et j'ai écrit à Fiona Cummins, que tu connais et qui est son agente, et qui m'a répondu littéralement en 24 heures, qui m'a passé sur le grill. Et on a proposé à Jean-Michel Jarre s'il voulait faire un concert dans le métavers. On était le 1er juin, c'était pour le 21. Je ne le connaissais pas. Et il m'a dit oui. D'où le côté un peu tambour et trompette. Mais c'est complètement ça. On n'a pas dormi pendant 3 semaines, évidemment. J'avais pas du tout ni les équipes qu'il fallait au moment où j'ai proposé ça, ni les moyens. On n'avait pas de projet. Donc on a tout monté, mais de zéro. Et on se connaissait pas. Et c'était incroyable la manière dont il a d'appréhender. C'était vraiment un truc de dingue, hein, franchement. Mais là, on a réussi. Et la manière dont il a d'appréhender tous ces challenges en se disant, ces contraintes-là, on va en faire une force. Et je pense que vous avez aussi la même impression. Enfin, il est particulièrement humble et il ne perd jamais son sang-froid, alors qu'on était dans des conditions mais absolument dantesques. Et du coup, il y a eu cette envie de faire un projet très rapidement après cette expérience de la fête de la musique un peu improvisée, donc concert 31 décembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, nous détailler un petit peu plus l'expérience et la manière dont on pouvait vivre cette expérience, parce que c'était multiple. Il y avait multiples cas d'usage, on va dire. Oui, alors ça, c'est un petit peu aussi le credo, en particulier de Jean-Michel Jarre, qui m'a beaucoup ouvert les yeux à ce niveau-là. Parce que Jean-Michel Jarre, comme nos amis de Bliss l'ont mentionné tout à l'heure, c'est un artiste populaire. Et c'est sa grande force, parce qu'il sait ce que le public attend, et il sait comment communiquer avec son public, et il veut laisser personne sur le bord du chemin. C'est vraiment sa force. Et du coup, son idée, c'était vraiment que ce concert de Notre-Dame au Nouvel An, pour le Nouvel An, en réalité virtuelle, soit accessible absolument au plus grand nombre, ce qui rejoint aussi ma philosophie de départ. Et il a vraiment conçu ce concert en se disant, il faut qu'on puisse le streamer
et qui soit accessible à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur les smartphones, sur les ordis, partout en fait, et que le monde entier puisse y accéder. Et c'était ça la philosophie du concert, et c'est pour ça qu'on a fait ces partenariats avec des chaînes de télévision, avec EBU, avec plusieurs réseaux sociaux chinois, occidentaux, etc., pour que vraiment tout le monde puisse en profiter. Mais au départ, c'est une production en réalité virtuelle dans le métavers. Donc on a grosso modo deux typologies d'expériences. Il y a ce que des fois on appelle les early adopters, donc qui ont le casque, qui ont le matériel et qui peuvent vivre l'expérience effectivement d'immersion complète. Et après on a un flux vidéo-audio plus classique qui là s'adresse au plus grand nombre, c'est ça? Tout à fait. Donc on a un système de caméras virtuelles à l'intérieur du monde virtuel et du métavers pendant l'expérience virtuelle qui peuvent en fait diffuser et broadcaster à la volée tout ce qui se passe avec plusieurs points de vue, des drones, etc. Et on peut monter en fait à la volée et diffuser en même temps. Donc ça, ce qui permet aussi d'accéder vraiment, de pouvoir proposer l'expérience au plus grand nombre. Et je suis très fier de dire qu'on a battu le record du monde du concert le plus vu au Nouvel An 2021 avec 75 millions de vues grâce à tous ces médias auxquels on avait accès. Et donc, le décor qui est Notre-Dame, Jean-Michel Jarre qui est à quelques centaines de mètres de Notre-Dame, dans un studio filmé et donc avatarisé en temps réel. Hein. C'est bien ça Oui, tout à fait. C'est bien ça. Et c'était effectivement la pression de minuit. Et on avait aussi des plans B au cas où quelque chose, enfin que ça se passe pas comme prévu. On avait filmé la répétition générale parce qu'on pouvait à la limite se permettre que tout crache dans le métavers parce qu'il y avait relativement peu de monde dans le métavers. Je crois qu'on a eu 18 000 personnes en réalité virtuelle ce soir-là, comparé aux 75 millions qui avaient accès sur PC, sur smartphone, à la télé, etc. dans le monde entier. Mais donc c'était très minime en termes d'audience virtuelle. Mais à l'époque, ça représentait déjà pas mal de monde en même temps, je veux dire. Et c'était cette pression énorme de se dire, on avait enregistré la générale en fait, on l'avait enregistré en vidéo au cas où. Au cas où ça crache le jour J, on pouvait switcher directement d'un univers à l'autre. Bon, on te retrouve tout à l'heure à 16h. Une dernière question, parce que Jean-Michel en fait un peu... Il fait une remarque sur ce sujet, c'est qu'effectivement, Vroom, c'est une entreprise qui a déjà une empreinte internationale. C'est vous qui notamment assurez la partie, est-ce que je dois dire métaversique, du festival South by Southwest, donc qui est à la fois un festival musical et un événement professionnel dédié à l'innovation. C'est vous... Little Frenchies qui assurait le passage dans le métavers de cet événement qui est quand même un grand marqueur international sur cette question de la musique et de l'innovation. Oui, alors je pense qu'ils testent énormément. Donc ils s'adressent à des acteurs qui ne sont pas seulement des acteurs américains. On est aussi d'ailleurs une des deux agences qui travaillons sur le projet Mesh de Microsoft. Donc il y a un américain et un français. Je pense qu'en France, on a énormément de talent. Tous ceux qui sont ici et puis tous ceux qui sont dans tous les territoires d'ailleurs, et je tiens à rappeler aussi que Vroom, on est une entreprise perpignanaise, donc on est dans le sud de la France et je vois que les talents, il n'y a pas de lieu en fait pour les talents, et je suis aussi très pour promouvoir les territoires parce que je sais que des gens géniaux, il y en a partout. Et je pense qu'en France, on a vraiment les moyens d'aller à l'étranger. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et il ne faut surtout pas avoir peur de se dire qu'avec les moyens qu'on a, on va être moins attractif ou moins intéressant que des gens qui ont plus de moyens que nous. Alors je tenais à te remercier parce qu'il était prévu que tu viennes aujourd'hui, mais on t'a simplement demandé de te lever aux aurores pour interagir avec Jean-Michel Jarre par distance, et merci d'avoir accepté. On te retrouve tout à l'heure à 16h. Je regarde Louise, j'ai un... Chaufferie ou Salaire 3 dans l'Imaginarium tout à l'heure à 16h où tu nous parleras donc un peu plus de ce que tu fais pour le monde de la musique. Encore merci Louis, et on peut reprendre la fin de l'interview. Il reste, je vous dis ça de mémoire, je crois une douzaine de minutes. Merci. Merci.
Aujourd'hui, dans cette notion d'immersif, dans cette troisième disruption qu'on est en train de vivre, il y a le binaural, il y a le son. Hein. Alors, c'est vrai que le métavers, on le perçoit aussi beaucoup à travers l'image, l'avatar, etc. Mais cette dimension immersive du son, sur laquelle là aussi on progresse assez vite, quelle perspective ça ouvre pour l'amateur de musique aujourd'hui? Vers quoi on va tendre? Alors, ce qui est marrant, comme tu le dis, c'est que quand on parle de métavers, tout le monde parle d'univers visuel et très peu de gens parlent du son. Or, comme on le sait, le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés, et donc le premier des sens pour l'être humain qui est sensible à l'immersion, c'est l'ouïe. C'est pas la vue. Et donc, avec l'émergence et le développement de tous ces modes d'expression des mondes immersifs, la musique et le centre, la musique et le son sont au centre du jeu, si j'ose dire. Et donc, il y a effectivement aujourd'hui, et en même temps, je dirais même que c'est un cheval de Troie pour aborder une forme de souveraineté dans les mondes immersifs, parce que là, ça coûte pas cher et on est très en avance, en France en particulier. Notamment avec le côté défricheur du service public qui travaille sur ces sujets depuis des années et depuis justement le groupe de recherche musicale, c'est-à-dire dès la fin des années 40, quelqu'un comme Pierre-Henry travaillait sur la spatialisation. Il spatialisait ses œuvres de manière primitive, mais c'était déjà, ça fait partie de notre ADN. Donc là, il y a un sujet sur lequel il faut s'agripper et le prendre aujourd'hui. Il n'y a pas que Dolby Atmos, même si j'ai beaucoup d'affection pour eux. Il y a d'autres choses. Il y a aussi le fait de travailler avec des gens comme Dolby, par exemple, mais pour créer notre propre écosystème de son immersif. Et effectivement, pour moi, ça a changé complètement la donne. J'ai toujours eu depuis Oxygène et même avant, j'ai toujours été obsédé par le fait de spatialiser ma musique d'une manière particulière. Et en stéréo, en trouvant des tas d'astuces pour, quand on écoute Oxygène, même encore aujourd'hui, il y a un espace très particulier avec des moyens qui étaient en fait extrêmement limités à l'époque. Donc, quand aujourd'hui j'ai la chance, moi, d'avoir des outils justement de son multicanal, ça permet effectivement pour la première fois de composer non plus à plat, comme un peintre, ce qu'on a fait pendant des siècles, c'est-à-dire d'avoir une relation en 2D de la musique, c'est-à-dire qu'on est devant la musique et pas dedans, mais de pouvoir composer en étant à l'intérieur des sons que j'ai en tête, et de pouvoir les placer tout autour de ma tête comme des objets dans l'espace. Ça change complètement les choses, et paradoxalement, pour la première fois, la technologie permet aux musiciens d'être comme un être normal. Parce qu'un être normal, c'est quelqu'un qui vit dans le quotidien entouré de sons. Mais pour le musicien, nous, on avait le droit qu'être en 2D, d'une certaine manière. J'exagère, mais c'est ça la disruption. Et c'est évidemment quelque chose qui est extraordinaire parce que ça va donner naissance, évidemment, à tous les styles du futur. Le hip-hop du futur, la techno du futur, le jazz ou le rock du futur, le classique du futur, si on peut dire, va naître justement de ces nouveaux outils technologiques. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant des siècles, je veux pas, sur le fait d'établir une fusion par exemple de l'orchestre. C'est-à-dire, si on a placé les cordes d'un côté, les percussions de l'autre, les bois de l'autre, c'est parce qu'on a finalement des musiciens qui se sont penchés sur les choses pour faire évoluer la disposition de l'orchestre d'une manière qui soit la plus efficace possible pour créer ces illusions sonores, comme les illusions d'optique, il y a des illusions sonores, ces perspectives. Mais tu te rends compte que maintenant, on sort de la toile et on est dans l'espace. Donc forcément, ça pose des problèmes justement de recréer ces histoires de fusion. C'est quoi la fusion? C'est le fait de pouvoir que les sons ne soient pas à poil et puissent être reliés avec une sorte de gel les uns les autres. Et donc ça, il faut le recréer dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup, on n'a plus le problème qu'ont les peintres comme les musiciens. C'est-à-dire que si on rajoute trop de couches, tout devient gris. Et ça, c'est le cas de la stéréo. Mais quand on est dans l'espace, on n'aura plus jamais ce problème-là, mais il ne faut pas non plus que les sons se retrouvent perdus les uns des autres. Donc ça veut dire qu'évidemment, il faut composer et il faut créer pour cette nouvelle grammaire. Et que je ne crois pas du tout à l'idée commerciale finalement des majors ou des plateformes style Apple qui se disent on a trouvé un truc génial, on va refaire le coup du CD avec les vinyles, c'est-à-dire qu'on va revendre la même musique aux gens sur un format différent.
il faut bien se dire définitivement que d'écouter Stranger in the Night, Frank Sinatra, en multicanal n'a aucun intérêt, parce que ça n'a pas été fait pour ça. Et d'avoir la voix de Frank Sinatra qui vous tourne autour de la tête n'a aucun intérêt. Donc, c'est pas la peine d'essayer de revisiter le passé avec ça. Ça peut marcher pour certaines œuvres, mais la grande révolution, c'est le fait que ça permet aux jeunes créateurs aujourd'hui de créer quelque chose de complètement différent. Et l'idée, c'est évidemment de démocratiser ces outils pour que tout le monde puisse les avoir à disposition. C'est une des réflexions qu'on peut avoir notamment avec Vroom sur le plan du métavers ou avec une start-up comme Bliss sur le plan du son. D'ailleurs, toi-même, tu as déjà retravaillé, il me semble que c'est EON, que tu as retravaillé avec notamment Hervé Desjardins de Radio France pour réadapter sur cette notion d'immersif, non Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis servi, en fait, d'éléments d'EON, ce qui était assez amusant parce que c'est venu comme ça. C'est-à-dire que j'écoutais à certains moments EON chez moi, puis il y avait des trucs qui étaient inattendus. Je me disais, mais tiens, ça serait intéressant à... Donc je me suis samplé à certains moments. Mais en fait, je n'ai pas... Ça, c'est justement l'idée d'EON 2, c'est de faire un EON 2 qui soit vraiment conçu dès le départ, totalement en immersif et en multicanal. Ça, c'est la prochaine étape. On a parlé de l'expérience du concert réalité virtuelle de décembre 2020. Le live, tu l'as beaucoup transformé, à la fois sur des concerts, des giga-concerts, on va appeler ça comme ça. Pour le concert, à quoi on doit s'attendre dans les années à venir selon toi? À quel endroit on peut encore transformer la performance live? Alors, est-ce que l'IA, par exemple, ça peut venir... Absolument. Mais en fait, après Welcome to the Other Side et le concert dans Notre-Dame virtuelle, je me suis penché justement sur la première création de cette ampleur pour un album Oxymore complètement multicanal, composé, comme je le disais, et conçu dès le départ en multicanal. Et en binaural ensuite, qui est en fait la transformation pour casque de la production multicanal. Et pour moi, l'avenir des concerts, c'est sur, je dirais, sur 2 ou même 3 plans. C'est-à-dire le fait d'explorer cette volonté de partage que j'ai vis-à-vis du public, de pouvoir leur permettre d'être dans la musique et pas devant la musique, puisque jusqu'à maintenant, on a toujours été devant la musique. Hein, qu'on soit dans un festival, on a Sono en face de soi, on a l'orchestre classique dans un théâtre, on a l'orchestre ou les groupes en face de soi. Et là, de pouvoir être dans la musique, ça change évidemment les choses. Ça pose des problèmes, comme au début où moi je suis allé finalement au début de mes performances de musique électronique, il n'y avait pas de salle qui était adaptée, et donc il a fallu que je les trouve. Et c'est pour ça que je suis allé dehors beaucoup. Et là, on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire que où trouver des endroits pour accueillir une production en 360, c'est hyper compliqué. C'est l'amphithéâtre romain Non, parce que c'est l'amphithéâtre romain inversé. C'est-à-dire que le public doit être au centre et le son autour. Et ce n'est pas le public autour et l'action au milieu. Et donc, ça pose un problème, parce qu'on pourrait se dire, les arènes, c'est super. Non, c'est exactement l'inverse dont on a besoin. Donc, il faudrait faire des arènes inversées. Donc ça existe dans le métavers. Ça, on peut le faire dans le métavers. Donc, du coup, c'est de faire... et c'est ce que je voudrais faire là, c'est de faire vraiment des concerts en 360, en trouvant, avec les limites aussi technologiques et techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire que là, ce n'est pas des limites technologiques, c'est des limites physiques, de physique, c'est-à-dire le fait que le son se déplace en 300 mètres secondes, on ne peut pas avoir de cercle trop grand, mais en même temps d'avoir sa correspondance dans le métavers, c'est-à-dire de faire des concerts hybrides, dans lesquels je crois beaucoup. Ils sont à la fois concerts en live, en 360 dans le cercle, où je demande aux gens de rentrer dans le cercle, et puis en même temps d'être dans le métavers, où là, toutes les libertés visuelles visuelles et auditives aussi sont permises. Est-ce que quand tu réfléchis à des projets comme cela, tu les abordes aussi du point de vue économique, de modèles économiques qui peuvent se transformer? Est-ce que c'est un aspect que tu prends en compte? Toujours, on est obligé, et je pense que c'est extrêmement important, sinon l'idée elle reste sur la table. Et c'est d'ailleurs le problème que Fiona Cummins, qui est ma complice, bras droit, manager et
a en fait sur les épaules, cette responsabilité depuis le début de l'année, c'est comment arriver à trouver une économie qui puisse permettre de pouvoir, avec une jauge plus modeste, puisqu'il y a une réalité physique du son qui fait qu'on ne peut pas, le son à 300 mètres secondes, circulant à 300 mètres secondes, on ne peut pas avoir de cercle trop grand, et en même temps de trouver des endroits aussi qui sont prêts à accueillir ce genre de projet. Mais la solution pour moi, c'est évidemment de pouvoir aussi d'avoir en fait cette installation-là dans le monde physique et de pouvoir avoir tout l'aspect visuel et une sorte de complément ou de pendant dans le monde virtuel et dans le métavers. Une dernière question, Jean-Michel. L'énergie pour faire tout ça, pour rebondir sans arrêt, tu la trouves où ? Bah, écoute, je pense que tant que le corps te porte, je veux dire que si je dirais même pas la passion, mais la curiosité t'anime, je me pose pas vraiment la question. C'est vrai que j'ai la chance, pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois, comme disait ma mère, mais j'ai la chance d'avoir des gènes qui sont pas trop pourris et qui me permettent de continuer à faire ce que j'ai envie de faire avec un rapport au temps qui est différent. C'est vrai que à la mort de nos parents, et c'est physiologique, on est des animaux, notre rapport au temps change. Avant, quand vos parents sont vivants, on a un rapport au temps par rapport au temps qui passe. Et puis ensuite, eh bien, on a un rapport au temps par rapport à celui qui reste. Et c'est vrai que dans mon cas, ça d'une certaine manière, ça a un effet double. C'est-à-dire le fait que je suis assez serein et en même temps, j'ai une envie d'explorer qui est paradoxalement la même que celle que j'avais quand j'étais adolescent. Et c'est cette espèce de mélange très spécial entre un sentiment de finitude et en même temps aussi de pouvoir explorer presque de manière infinie à cause d'une expérience, à cause d'un intérêt sur les technologies dont on parle depuis le début de notre conversation, qui fait que j'ai finalement appris sur le tas à non pas maîtriser la technologie, mais à la détourner, c'est-à-dire la hijacker, comme on dit en anglais, hein. J'aime bien ce mot. Et donc c'est un petit peu ça l'idée, et le fait que finalement la création, ben, elle est générée par cette curiosité. C'est pas l'inverse, c'est pas la technologie c'est pas seulement l'envie de créer qui est générée par la technologie, c'est aussi le fait que les idées que j'ai eues depuis que je suis gosse, aujourd'hui, j'ai l'impression que les outils et l'époque que je vis me donnent le moyen de pouvoir les exprimer. Donc, c'est en fait, il y a un sentiment de plénitude en même temps qui est lié à ce moment que nous vivons. Et tu dis depuis gosse, et rien ne se serait passé si ton grand-père ne t'avait pas donné un magnétophone portatif ? Alors je ne sais pas si rien s'était passé si mon grand-père ne m'avait pas donné ce magnétophone, mais en fait, ça marche toujours dans les deux sens, le destin et le chemin. Il n'y a pas de hasard. En fait, tu peux donner à un enfant un magnétophone et puis il va enregistrer, il va s'en servir 10 minutes et puis après il va aller avec ses soldats ou son train électrique ou sa PlayStation aujourd'hui. Mais en l'occurrence, ce magnétophone est devenu une obsession. Et effectivement, j'enregistrais absolument tout. Et comme on en parlait, un jour j'ai mis la bande à l'envers et j'ai eu l'impression que les aliens me parlaient et j'ai commencé à être obsédé par le fait de trafiquer les sons de mon groupe de rock, de tout ça. Et donc ce trafic sonore, cette espèce d'approche culinaire de la musique, c'est quelque chose qui vient à la fois de mes racines lyonnaises, parce qu'on aime bien la bouffe, qu'en même temps il y a ce rapport à la technologie que mon grand-père m'a donné, ça c'est sûr, ce rapport poétique à la technologie. C'était quelqu'un qui a inventé des tas de choses, qui a inventé des premières consoles de mixage, qui crée toujours des choses. Je me souviens qu'il a
qu'il avait, à une époque où les moulins à café électriques n'existaient pas, c'est trop cher, ça venait des États-Unis. Il avait dans un carter de scooter et un moteur d'aspirateur fabriqué un moulin à café à ma grand-mère. C'est un objet terrifiant pour moi qui était tout gosse. Et ma grand-mère, habituée à son mari, était extrêmement flegmatique, ne perdait jamais son sang-froid. Elle le branche, il y a des grains de café dans toute la cuisine. Je suis absolument terrifié. Elle lui dit simplement, ça ne marche pas encore. Enfin, donc ça a dû, tout cet environnement de prime enfance a dû forcément jouer quelque part. Un énorme merci Jean-Michel pour cet entretien, et puis évidemment on te relance une invitation pour que tu viennes sur la pleine image. Avec plaisir, et je fais vraiment mes excuses à toute l'organisation de la pleine image et puis des gens que je devais rencontrer, parce que j'ai ce voyage un peu impromptu qui est arrivé, et donc je ne peux pas être là physiquement, mais je tenais vraiment à ce qu'on partage ce moment, au moins ensemble, par objectif et caméra interposés. À très vite. À très vite.